bien le bonjour à tous, c'est Mister Cult, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien ciné, petit concept que j'ai fait il y a à peu près un an sur la chaîne, où j'invitais à chaque fois un critique ou youtubeur ciné à me parler de lui et également de choisir un film qu'il veut faire découvrir aux gens. Donc j'ai eu beaucoup de gens, que ce soit Max Pereira, que ce soit le beau parleur du cinéma, que ce soit Jonathan Asia ou encore Nico Ciné. Et cette fois-ci, c'est au tour d'une personne qui n'était pas présente depuis très longtemps sur la chaîne, à savoir Monsieur Jules Melon. Et il est là tout de suite. Comment tu Salut. vas? Salut Nico, bah écoute, ça va. Là, on est bien, on va parler cinéma, on va parler de notre passion commune. Donc c'est cool. Exactement. Bah du coup, bah on va entrer directement parce que bon, maintenant ça fait à peu près quelques années qu'on se connaît. Ouais. C'est vrai que par contre, ça fait très longtemps que tu avais pu être sur la chaîne. Je crois la dernière vidéo que tu avais fait, c'était ta scène qui t'avait le plus marqué, c'était sur l'Histoire sans fin. Donc Oui. ouais, ça remonte à loin. Et donc du coup, bah, j'ai envie un petit peu de peut-être les gens qui me suivent, qui connaissent pas forcément ta chaîne, qui essaient un petit peu d'en apprendre un peu plus sur toi. Donc d'où est venu un petit peu déjà ton parcours, ta passion pour le cinéma et comment qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer sur YouTube? Voilà. Bon, enfin, moi, sur YouTube, c'est vrai que je suis depuis 5 ans déjà. Enfin, pour parler cinéma, avant, je faisais un petit peu des reprises chants, etc. Parce qu'à la base, je suis autant passionné de musique que de cinéma. D'accord. Et bah, à force d'aimer le cinéma à un moment et de regarder des films et de voir des gens parler cinéma sur YouTube ou de lire des articles et tout, on se dit pourquoi ne pas essayer comme ça. Alors moi, ça a été sur un coup de tête, à vrai dire. C'était une période 2018 où j'étais un peu en transition dans ma vie, donc je me suis dit tiens, je vais tenter comme ça quelque chose. Je vais sortir ma caméra et je me suis lancé, probablement inspiré par des collègues comme Durandal, comme Zoltan à l'époque, c'était la critique masquée, Phil Talker, c'était encore avec son cousin à l'époque. Ouais, les cousins Et, font leur cinéma. et oui, les cousins font leur cinéma. Voilà, donc on tente les choses comme ça. C'est sûrement aussi le gardien du cinéma. Alors, les gardiens maintenant, mais le gardien du cinéma à l'époque, qui était Sylvain, qui a un petit peu fédéré quelque chose avec une rencontre, notamment en 2018, qui était déjà en vue et tout. Et de fil en aiguille, comme ça, je me suis lancé au début de l'année 2018. En fait, c'est en revoyant Gladiator. J'ai ressenti un truc, là, enfin, c'est un film que j'adore, etc. Et que j'ai failli choisir pour cet entretien, mais je me suis dit non, on va partir ailleurs. Parce que c'est la même époque en plus. C'est vrai, 99-2000 à peu près. Ouais. Et en voyant Gladiator, je me suis dit il faut que j'en parle. Voilà, hop, et puis j'en ai parlé, mais alors c'était totalement décousu et tout. Genre mes 100 premières ou 500 premières vidéos, c'est un peu le bordel, mais bon, après, c'est comme pour tout. Hein. Après, on avance, et on devient de plus en plus à l'aise. Et puis parler cinéma comme ça, sans prétention, en mode partager nos découvertes ou nos coups de cœur. Et puis s'intéresser aux nouveautés aussi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec le cinéma, on ne pourra jamais se lasser, je pense. Oui. Que ce soit de vieilles découvertes ou des nouveautés qui nous marquent de nos jours. Le cinéma a presque plus de 120 ans, donc il y a une liste de films français, américains, japonais, italiens, il y a de tout, il y a de tout. Et on ne verra jamais peut-être un centième de toute l'histoire du cinéma, même pas. Enfin, voilà, c'est presque frustrant, mais en même temps, c'est rassurant aussi. Ouais. Sans oublier aussi les films qui, certains sont perdus à jamais et qu'on ne pourra jamais retrouver, malheureusement. Alors, par contre, du coup, tu m'as dit que tu as créé la chaîne Jules Melon en donc, 2018. Alors, déjà, pourquoi ce nom? Déjà. Et comme tu m'as dit avant, donc tu avais fait à peu près. Tu fais des critiques face cam. Ouais. Ou pratiquement encore aujourd'hui, tu as gardé un petit peu cette esthétique. Pourquoi ce choix en fait? Alors, Jules Melon, c'est un délire parce qu'en fait, quand ma chaîne était déjà créée sur ce délire-là, j'ai pas changé. C'est vrai que j'aurais pu appeler, je sais pas, ma chaîne, Julien fait son cinéma et tout. Bon, maintenant, il y en a c'est devenu très cliché aujourd'hui. Hein. C'est marrant parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pas eu envie de changer parce que beaucoup de gens déjà me connaissaient sous ce nom. Puis c'est devenu une sorte d'autre moi, même si c'est un peu un délire. Jules Melon, c'est vraiment un délire en fait. C'était sur un forum. C'était quand ça? 2003, 2004. Ça date. Hein. Ça date. On se faisait des jeux de rôle comme ça, un peu en privé et tout. Et j'avais ce personnage-là que j'ai créé. Qui est un personnage qui n'est pas du tout le mien. Enfin, pas ce que je suis en vrai. Quelqu'un qui avait le melon.
Jus de melon. Alors, je sais même pas d'où c'est venu d'un délire. C'est un délire qui est sorti de nulle part. Et puis c'est resté. Puis c'est devenu un peu cet avatar, cet alias. Et bizarrement, j'ai pas voulu le changer pour pour parler cinéma. Je le changerai pas. Enfin, je vois pas l'intérêt. Finalement, au final, peu importe. Hein. Jules Melon, c'est Julien, c'est moi, et puis voilà. Quoi. Et ça va avec le concept de la chaîne, c'est que voilà, je me pose, je parle, pas de montage, impro. J'ai juste la page Wikipédia, peut-être 2-3 anecdotes de temps en temps sous les yeux, et c'est parti. Quoi. Souvent, je fais la vidéo à chaud. Des fois, je peux laisser passer 1 ou 2 ou 3 jours, ça dépend des films. Et ça n'a pas évolué. Le concept de base n'a pas évolué. C'est juste la façon dont ce que tu appelles les impros cinécritiques, hein, c'est ça. C'est ça. Impro cinécritique, ça n'a pas changé. C'est juste que j'ai l'air plus à l'aise aujourd'hui qu'avant. Donc peut-être qu'on va croire aujourd'hui, si on tombe sur mes dernières vidéos, que j'ai écrit une trame, mais non. Et puis souvent, j'oublie des trucs. Il y a des trucs. Le paradoxe, souvent, je m'énerve tout seul, c'est que j'oublie de parler de la bande son du film, alors que je suis grand passionné de musique à côté, mais bizarrement, il y a des trucs des fois qui sont inexplicables. Mais et puis de toute façon, on ne parlera jamais de tout d'un film, et c'est bien de pouvoir après revenir à travers des discussions comme ici ou d'autres. C'est vrai que comparé à toi, la musique, c'est pas forcément quelque chose que je mets en avant. Si déjà, voilà, bien sûr, je fais un petit peu mes recherches, mais comme je suis pas musicien, donc j'ai toujours peur de dire un petit peu des bêtises. Je te dis, voilà, je vais dire, bon, ben ouais, je trouve que la musique, je sais pas, de John Williams dans ce film-là, elle s'accorde bien à l'ambiance. Voilà, j'essaie de mettre ma vision un petit peu de la musique, mais je vais pas plus loin parce que, ben, comme je dis, je n'ai pas la culture musicale assez développée pour ça. Par contre, au niveau de ta chaîne, c'est qu'aujourd'hui aussi, tu as un petit peu varié ton contenu. Tu fais des critiques, mais des fois, tu as changé un petit peu le format. Tu fais aussi des podcasts de temps en temps. Voilà. D'où est venue un petit peu cette idée aussi de changer un petit peu ton fusil d'épaule et pas de rester cloîtré sur une émission en particulier. Alors, l'idée du podcast, à la base, je crois que c'était avec l'ami Artopolis, un autre Nicolas, d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir, sur YouTube Game, on est 50% à s'appeler Nicolas, visiblement. Enfin, pas moi, du coup, mais... Moi, Mister Cult, Nico Ciné, Artopolis, et qui d'autre encore? Et il y a Nico du Ciné Show aussi. Nico du Ciné Show, ouais, c'est vrai. Puis j'ai Nico TV aussi, enfin, j'en ai vu plein, les Nico. Alors, l'idée du podcast, donc avec Artopolis, j'avais parlé de Toy Story 4, je crois, à l'époque, comme ça, en impro ciné critique. Et après, avec Arto, on se dit, tiens, on va en parler ensemble à nouveau. Et comme j'avais déjà fait une impro ciné critique, que ça allait être sur ma chaîne, et wow, allez, on va appeler ça podcast. Enfin, à l'époque, c'est discussion, hein, mais bon. Et on s'est fait ça en mode radio, etc. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu d'autres. Il y a eu, je ne sais plus sur quoi aussi, ce podcast sur Quentin Dupieux à un moment, mais je ne sais pas si c'était pas sur sa chaîne, enfin, peu importe. Et après, en fait, c'est devenu des bonus. C'est-à-dire qu'à un moment, avec une vidéo par jour, enfin, une impro ciné critique par jour, je ne veux pas faire 2 impro ciné critiques par jour. Donc, des fois, il y a des podcasts bonus le week-end si, par exemple, je vois une nouveauté en plus. Parce que le fait est que, bon, je vois 2-3 nouveautés par semaine, 4 quand j'ai un peu plus de temps. Je ne veux pas forcément faire des impro ciné critiques que sur des nouveautés. Donc, je fais aussi sur des podcasts bonus que j'appelle pour diversifier. Parce que c'est vrai que sur ma chaîne, j'ai envie de parler de cinéma de toutes les époques. Donc, si je vais voir 5 nouveautés, je ne vais pas faire 5 nouveautés d'affilée en vidéo. Mais il y a des podcasts. Et puis, bon, après, il y a des podcasts duo aussi. Tu as eu beaucoup d'invités aussi. Tu as eu beaucoup d'invités. Sur des séries aussi, parce que à un moment, je me suis mis à parler de séries. C'était avec Capitaine Critique aussi. On avait fait, je ne sais plus quelle série. Puis bon, bah oui, mais là, je ne vais pas faire un pro série critique. Non, allez, il ne manquerait plus que ça. Puis alors, parler d'une série face cam seule, comme ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, en série, je n'ai fait que des duos. Je ne pourrais pas parler solo d'une série. C'est hyper compliqué. C'est trop long. C'est trop long. Ou alors tu fais comme certains, tu fais une vidéo où tu parles d'un épisode chaque semaine. Mais non, parce que pour moi une série justement ça se voit au moins sur une saison complète, voir un peu le bilan derrière. Mais à chaque fois que j'ai fait des podcasts, c'était sur des séries finies. Sauf une, enfin peut-être parce que Obi-Wan à l'époque, on pensait qu'il y aurait qu'une saison, mais bon, on a été très naïf de croire qu'il y aurait qu'une saison d'Obi-Wan. Peut-être que, je sais pas si une deuxième a été annoncée, mais sûrement. Alors je sais pas, sachant qu'en plus moi je n'ai pas Disney+, donc voilà, on a dit beaucoup de mal de cette série. Je ne vais pas juger pour l'instant. Voilà, ça sera peut-être à rattraper à l'occasion.
Maintenant, on va parler un peu plus, outre le contenu de ta chaîne qui est donc, du coup depuis 5 ans. Et t'enchaînes, hein, tu as presque plus de 2000 vidéos. Donc, tu es quelqu'un quand même de très productif quand même. Encore, enfin 2000, oui, en impôt ciné-critique, je suis à 1800 bientôt, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on peut rajouter à côté, oui, avec les podcasts, on doit être à 2000. Oui. Non, tu es à. Ah oui, c'est 1778 impro ciné-critique. Ouais, je dois être à 200. Ouais, c'est ça, je dois être à 220, 30 podcasts. Donc en tout, ça va bientôt être faire 2000. Ouais, ça, Donc, ça y va, ça y va. Ouais. Alors maintenant, du coup, je veux savoir du coup pourquoi tu t'es lancé sur YouTube. Donc tu l'as dit un petit peu, tu as été influencé par divers YouTubeurs. Mais maintenant aussi, d'où est venue ta passion pour le cinéma? Qu'est-ce qui a été le déclic quand tu étais jeune? Quel a été le film qui te dit oh, ah ouais, le cinéma c'est ça et ça peut véhiculer diverses émotions et que du coup c'est devenu petit à petit une passion pour toi? Alors, il y a eu plusieurs déclics, enfin, en plusieurs périodes, selon, par exemple, d'abord les VHS chez mon père. C'est bon, parce que bon, j'ai des parents divorcés. Et quand j'allais chez mon père le week-end, il y avait les VHS, parce qu'il y avait le magnétoscope déjà. Une période que la nouvelle génération ne connaît pas. C'est ça, je vais avoir quoi, 6 ans, ouais, dans les milieux des années 80, vers l'année 90. Pas forcément tout le monde avait des magnétoscopes. Bon, ça commençait à être démocratisé quand même. Ouais. Et il y avait des VHS qui m'avaient acheté à l'époque, genre me faire découvrir Pinocchio et Brisby, le secret de Nîmes, vers 5, 6, 7 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, parce que c'est quand même les plus sombres dessins animés qu'on puisse montrer, je pense, à des enfants. À cet âge, ouais, effectivement. Voilà. Mais au moins, ça m'a marqué, parce que bizarrement, ça m'a plus marqué, même si peut-être le premier que je suis allé voir, c'était soit Bernard et Bianca au cinéma, hein, soit Les Aventures de Winnie l'ourson, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc il y avait ça, et puis je me souviens, il y avait les Superman 1 et 2 aussi, donc ça... Et oui, puis j'ai beaucoup aimé Superman 2, même après quand j'ai appris que c'était pas Richard Donner qui avait finalisé, voilà. Bon, c'est marrant ça. J'ai jamais vu la Richard Donner cut d'ailleurs. Moi j'ai le coffret Superman, on en avait un petit peu parlé il y a quelques mois, comme j'avais fait un live Superman. Par contre, je crois que tu avais été au live Batman l'année dernière, je sais plus si je dis une bêtise, je sais plus. Alors, j'ai fait un live Batman avec chez Nico Ciné. Ah, c'était Nico Ciné, d'accord. Et ouais, non, mais c'est. Alors, Superman, il faudra que je le voie, la Donner's Cut, il faudra que je la voie, parce que bon, après, j'ai peur du souvenir en fait. Mais bon, voilà, il y avait ça, il y avait. Ouais, il y a un film qui m'a traumatisé plus jeune, j'en parle rarement, enfin j'en ai parlé en privé à certaines personnes, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, que lui aussi j'ai vu jeune, ça sort, je dois avoir 8 ans quoi. 88. Et quand je l'ai revu il y a une dizaine d'années, il faudra que je le retente. C'est bizarre, ce film, je devrais l'adorer normalement, j'adore Zemeckis, enfin, bon, voilà. Donc il y a des petits trucs comme ça. Et après, alors, il y a eu la télé, forcément, parce que après, il y a eu le magnétoscope chez ma mère. Donc j'enregistrais quand je pouvais pas regarder les films jusqu'au bout. Donc là, il y a eu les Forrest Gump, tout ça. Alors ça a été festival. Et au cinéma, ma première énorme claque ultime en grande salle, c'est Jurassic Park. Et ça, je pense que les gens qui me connaissent maintenant commencent à le savoir. C'est ce film-là, je suis tombé amoureux. Tombé amoureux du cinéma vraiment ce jour-là. Bon, avant déjà, il y avait beaucoup de choses, hein, mais là, j'ai compris que c'était quelque chose qui allait au-delà d'une simple passion de divertissement pour moi. C'est Spielberg, et avant Spielberg, j'avais beaucoup aimé E.T. déjà, il y avait quelque chose qui s'était fait avec E.T., avec les Indiana Jones. Et là, Jurassic Park. En plus, c'était une révolution à l'époque. Tu avais vraiment l'impression d'avoir le dinosaure en face de toi. Et quand tu regardes ça, j'avais 11 ans et demi, 12 ans. J'ai dû le voir à 12 ans, parce que c'est interdit au moins de 12 ans, et j'ai dû le voir 6 mois après sa sortie en salle. C'était moins de 12 ans à l'époque. Et il était encore au cinéma, évidemment. C'est resté longtemps au cinéma, ça, à l'époque. Et là, j'aurais tellement voulu le découvrir, sauf que moi, je suis né en 90 et il est sorti en 93, j'avais que 3 ans. Ça aurait été compliqué. Et puis, tu aurais eu très, très peur. Tu aurais été comme le petit garçon dans Jurassic Park 3, tu sais, le fils de professeur Sattler là, qui joue avec qui regarde les dinosaures à la télé. Oui, on a réussi à caser Jurassic Park 3, incroyable. Mais ouais, Jurassic Park. Et après, forcément, bon, j'ai continué. J'ai eu Canal+ aussi dans 94, 95, je pense. Ouais. Et le film dont on va parler tout à l'heure, c'est grâce à Canal+. Hein. Et là, ça a été festival. J'ai eu plusieurs paliers comme ça de découvertes qui m'ont marqué. Il y a eu Seven. Seven, j'ai dû voir ça, j'avais 16 ans. Bon, c'est le film à voir à 16 ans, ça. Que j'ai toujours préféré à Fight Club et tout, d'ailleurs. Même si Fight Club,
On pourrait en parler parce qu'il y aurait peut-être des liens avec le film dont on va parler après. T'as vu, je fais des petites transitions. D'accord, ouais, il commence déjà à me chauffer là, c'est bien, c'est bien. Ça chauffe, ça chauffe. Puis après, tu vois, par palier, il y a eu Mulholland Drive de David Lynch qui m'a fait voir autre chose. Et puis après, tu as eu Old Boy. Enfin, tu vois, c'est par des petits paliers comme ça. Shining aussi, Orange Mécanique. J'ai dû m'enchaîner les deux en 2 jours. Après, c'est difficile à temporaliser. J'aimerais voyager dans le temps et faire des petites marques. Tiens, j'ai découvert ça telle année et tout. Mais bon, à la rigueur, tant pis, tant mieux même. C'est une aventure comme ça. Et après, bah, petit à petit, avec Internet, forcément. Et puis, aller retourner au cinéma. C'est Blade Runner 2049 qui m'a fait vraiment retourner à mort au cinéma. Parce qu'avant, j'y allais sporadiquement. J'avais eu des grands coups de cœur avec Shutter Island ou Inception, par exemple. Mais alors, il y a eu Blade Runner 2049. Et là, je me suis dit, bon, bah, il serait temps d'y aller plus régulièrement au cinéma, là. Voilà. Et oui, donc, c'est comme ça. C'est une construction par palier. Je pense qu'on a plus ou moins toutes et tous connu les choses comme ça. Effectivement. Et du coup, tu m'as parlé un petit peu comment tu t'es mis vraiment dans le cinéma. Mais encore aujourd'hui, le fait que tu aies une chaîne et que tu continues régulièrement à parler de cet art, qu'est-ce qui te fascine dans le cinéma pour qu'aujourd'hui encore tu sois vraiment passionné par cet art? Qu'est-ce que, quand tu vas voir un film, quelles sont tes attentes? Après, ça va dépendre de chaque film que je peux voir. J'essaye de garder une ouverture sur à peu près tous les styles que je vais voir. Je me dis, je peux toujours être surpris, même si je peux aller à... Est-ce que tu as plus de familiarité avec tel et tel genre plus que d'autres? Pas forcément. Disons que ça dépend. C'est plutôt par état d'esprit de... je vais vaguement voir le synopsis, tout ça. C'est vrai que j'aime beaucoup les films qui vont questionner les spectateurs à travers leurs personnages, par exemple, qui développent des thématiques fortes, et que ce soit actuel ou pas, de toute façon, le cinéma va réunir les époques, parfois. On peut voir un film des années 50 qui va encore marcher aujourd'hui, un film d'aujourd'hui qui va questionner une société d'avant avec forcément un message qui résonne de nos jours. Donc, moi, je cherche ça aussi, une écriture derrière qui va au-delà même de l'histoire, du scénario, etc. Quelque chose qui va te bouleverser, qui va donc me bouleverser si j'y vais. Et bien sûr, après, c'est un tout. Il faut voir comment la mise en forme est faite. Pour moi, en gros, un film, aujourd'hui, s'il doit être réussi, c'est que le fond s'allie à la forme, dans le sens où un superbe film, vraiment réalisé magnifiquement, esthétiquement, mais qui ne me parle pas, oui, je vais dire que c'est très bien fait, j'ai passé un bon moment visuel, mais je vais ressortir de là en mode... Récemment, il y a eu l'exemple un peu parlant de Evil Dead Rise. Je concède qu'il est très, très fascinant à regarder sur le plan horrifique. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Voilà, mais je suis un fan de la licence aussi. Donc, il y a quelque chose, tu vois, visuellement, il y a des trucs mais j'ai trouvé un peu l'écriture et les thématiques derrière un peu pauvres, qui auraient pu être plus explosées. Mais peut-être, voilà, ça c'est une question d'attente. C'est là où on voit d'ailleurs comment on ressent un film à la sortie. C'est que quand on le démarre ou avant de le voir, on a des attentes qui montent. C'est normal. Et puis tu te fais le film, ou avant, ou surtout pendant, tu te fais le film. Et c'est en ressortant de là, tu te dis, ah ouais, bon, c'est dommage que ça, etc. Tiens, ça, je ne l'avais pas vu venir. Là, ça m'a beaucoup touché, ce petit truc. Et voilà. Mais bon. C'est vrai après Evil Dead, les histoires ont toujours été simplistes. C'est la force de la saga, c'était la mise en scène de Sam Raimi ou de Fede Alvarez pour le remake. Là, ce que j'ai beaucoup aimé dans le nouveau, par exemple, c'est moi qui aime beaucoup le cinéma d'horreur. Je me suis reconnu un petit peu avec le cinéma d'horreur italien des années 80, de Mario Bava, un petit peu d'Argento et tout ça. Donc, je me suis reconnu aussi dedans. Ça m'a fait plaisir un petit peu de voir de nouveau quelqu'un qui remet un petit peu en exergue ce cinéma-là qui aujourd'hui, pour le cinéma italien, parce que j'ai de la famille italienne qui me disent aujourd'hui du cinéma de genre en Italie, c'est de la belle époque qu'on avait à ce moment-là, ça s'est perdu à partir des années 90. Le dernier grand film d'horreur italien peut-être qu'on pourrait citer, c'est peut-être De la Morte et de la Mort, et ça date de 93, tu vois, c'est te dire. C'est vrai, un film cher aux Fossoyeurs à l'époque. Ouais, non, mais c'est vrai, après, pour en revenir à la question initiale, tout va dépendre en fait. Des fois, enfin, forcément, je pense, malgré nous, des fois on n'a pas envie, mais on va se faire le film avant d'aller le voir. Enfin, on se dit, tiens, puis en plus, si on connaît le réal avant, on a vu des films avant, etc., on s'imagine que. Et c'est à la fois une erreur, mais c'est à la fois logique, c'est normal, parce que toi et moi, par exemple, on voit beaucoup de films.
Donc on va pas avoir la même approche que quelqu'un qui va aller au cinéma 5-6 fois par an. Et on va peut-être être plus exigeant, je ne sais pas. Peut-être qu'avec l'âge aussi, on devient plus exigeant, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que personnellement, quand je vais voir un film, je lui donne sa chance. C'est pas pour rien que je continue à avoir cette curiosité, que ce soit au niveau des nouveautés, ou au niveau des découvertes plus anciennes ou même récentes de films que je n'ai pas vus. Je me dis, on va voir, réputation ou pas. Et après, j'en dégage. C'est vrai que depuis quelques mois maintenant, je suis très sur une lecture thématique des films, parce qu'il y a des choses qui me fascinent quand un cinéma va parler de la société, par exemple, ou de ce que les personnages subissent par rapport à la société, d'où le film dont on va parler après aussi. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment voir la vision de l'auteur derrière, que ce soit le réalisateur, le scénariste ou les deux, enfin un mélange, hein, et voir ce qu'ils en font visuellement, parce que c'est là où la mise en scène rentre en jeu, et des fois, au-delà de l'histoire, il y a quelque chose qui va au-delà des mots. Et il y a de ces films-là qui restent vraiment très forts. Récemment, j'ai vu un film dont je parlerai bientôt sur la chaîne, hein, qui s'appelle Jeanne Dielman. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, parce que il ressort en version restaurée, Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles. J'ai vu hier la vidéo des chroniques du cinéphile, en tout cas, et du coup, ils ont parlé de soi-disant qu'il c'était devenu le meilleur film du monde. J'ai vu ça. Et je l'ai vu, et il fait 3h25, quoi. Et c'est pesant, que des plans fixes et tout, mais ça raconte quelque chose de très fort. Et ça va au-delà. Limite, quand le cinéma devient extraordinaire, c'est quand il va au-delà du cinéma. D'accord. C'est vrai que nous, comme tu disais, comparé peut-être aux spectateurs moyens, on est peut-être, nous, dans une surconsommation du cinéma, clairement, que ce soit au cinéma ou même sur les plateformes de streaming qui proposent aussi des fois des films de qualité. Hein. Faut pas tout jeter sur Netflix, Amazon Prime. Et du coup, forcément, que quand on va au cinéma, on voit très rapidement un petit peu les gimmicks de réalisation, les gimmicks d'écriture. Et c'est vrai que comme certains le disent, tu as l'impression qu'aujourd'hui, 99,99999% des histoires ont déjà été racontées. On suit des personnages qui sont soit en quête d'aventure, qui sont en quête d'amour, qui sont en quête identitaire. Ce qui est intéressant, du coup, c'est un petit peu comment le réalisateur va créer un univers qui va permettre à mettre en relation les thématiques du personnage. Comme tu l'as dit, pour que ce soit par rapport à la société, que ce soit par rapport à la famille ou financièrement. Voilà, c'est tous ces... comme les films de super-héros, Sauver le monde et voilà, des thématiques qui aujourd'hui parlent énormément aux spectateurs. Oui, et puis tout ce qui est quête de personnages et tout avait été fait même avant la création du cinéma, à travers la littérature, à travers le théâtre, donc les contes, les mythes, il y a toute cette base-là de toute façon. Donc, mais là, le cinéma, c'est quelque chose qui va se rapprocher le plus de la réalité par moment. C'est ça qui est fort. Quand tu lis un livre, c'est génial parce que quand tu lis un livre, tu te fais le film. Donc, tu as ce fantasme-là, c'est ouvert, etc. Le film, il te pose le cadre et donc il y a une exigence derrière. Et là, c'est pour ça qu'il y a des adaptations de livres, parfois, c'est tendu. Hein. J'imagine le lecteur assidu qui a découvert un bouquin qu'il adore, il va voir le film. Il y a 80% de chances de sortir de là en disant « Ouais, c'est pas fidèle, ouais, mais non, il a changé ça et tout. » C'est pour ça qu'il faut vraiment... De toute façon, chaque film doit se juger par rapport au seul film, en fait. Des fois, on fait l'erreur. Ah oui, ça va être une suite. On en est tous là. Hein. Ou un remake et tout. Après, si c'est réussi parce qu'il y a une vision d'artiste derrière, oui, tout est possible. Tout est possible. Récemment, on l'a vu avec Blade Runner 2049, qui aurait parié un copec sur cette suite, un film extraordinaire, donc de Ridley Scott. Eh ben, il y a eu quelque chose. Alors oui, ça a déçu des fans de la première heure, parce que Denis Villeneuve, la suite. Denis Villeneuve, ouais, et puis la suite donc d'un monument de Ridley Scott. Et beaucoup de gens ont été déçus. Mais moi, j'ai adoré, parce que ça a offert une autre lecture dans un univers qui a évolué. Mais aussi, c'est cohérent avec l'original. Je te rassure, c'était mon film préféré de l'année 2017. Par contre, c'est marrant ce que tu dis par rapport aux adaptations. C'est que moi, j'en avais discuté il y a pas longtemps quand j'étais en live. C'est que pour moi, en fait, une adaptation, que ce soit de jeux vidéo, que ce soit d'un roman ou d'une BD, de toute façon, ne fera jamais l'unanimité. Pourquoi ? Parce que quand tu lis un roman,
Donc tu commences à suivre le personnage, tu vas t'attacher à certaines situations, à certains personnages peut-être secondaires, et forcément quand le réalisateur s'accapare cette œuvre, ben, il aura un point de vue différent du tien. Je sais pas, je mets en exemple parce que par exemple Harry Potter, en ce moment c'est très à la mode puisqu'il y a une série qui a été annoncée. Ben, peut-être que toi, tu adores le personnage de Ron et le réalisateur déteste le personnage. Et du coup, peut-être que quand lui va faire des 7 romans, ben, il va tourner Ron en ridicule et tu vas détester ça. Mais c'est son point de vue de l'œuvre. Il y en a d'autres aussi qui vont essayer, moi j'aime pas trop un petit peu les thématiques que je sais pas, ce jeu vidéo aborde, je vais les lier avec mes thématiques à moi. Ce qui fait que du coup, il fait une œuvre, une adaptation singulière. Il ne fait pas une œuvre copier-coller comme certains peuvent reprocher un petit peu d'être souvent trop fidèle ou de pas l'être assez. Mais il y a un auteur, un point de vue d'auteur derrière, et qui fait que forcément, de toute façon, une adaptation ne fera jamais l'unanimité à 100%. Moi, je le vois comme ça, de toute façon. Et c'est vraiment un beau hasard que tu parles de ça, parce que là, je viens de... Enfin, parce que je m'y mets enfin, je vais me lire tous les Harry Potter. Parce que bizarrement, je les avais jamais lus. Peut-être trop âgé à l'époque quand c'est sorti pour que je m'y intéresse. Après, du coup, j'ai découvert avec les films. Et je viens de lire le premier, là. Et en lisant le premier, enfin, je viens de le finir, il y a 1 heure, je vois ça un chapitre, et je me suis rendu compte que j'ai lu le film, en fait. Le premier film est hyper fidèle, en fait, au premier bouquin. D'accord. Et je pense qu'après, les autres réalisateurs se sont émancipés des films, des bouquins d'après un peu, parce qu'ils ont dû faire des choix. Il faut dire que je crois que le premier livre, c'est plus court. Et le premier film Harry Potter, il est déjà très long. Mais après, ils ne pouvaient pas faire des films de 4 heures ou de 5 heures. Tu veux dire quoi par rapport au premier film réalisé par Chris Columbus, qu'il n'y a pas de point de vue en fait? Si, non, c'est pas ça, c'est que c'est hyper fidèle. En fait, c'est plutôt ça. C'est la fidélité du. J'ai lu le bouquin et je me suis revu le film en fait. Et je crois que les scènes principales y sont. Et c'est vraiment une adaptation au cordeau. Et je sais, de ce que j'ai entendu, ceux d'après, peut-être à partir du 3e, je crois, c'est beaucoup moins fidèle au bouquin de base. Parce que je crois que J.K. Rowling. Voilà, puis elle a écrit beaucoup, elle a fait des livres plus longs après. Donc voilà. Mais c'est intéressant ça, parce que on peut adorer un film parce qu'il prend des libertés sur une adaptation, et on peut détester un film parce qu'il est trop fidèle à une adaptation, et l'inverse est vrai aussi. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Hein. Et puis on a des réalisateurs qui vont avoir peur de trop dénaturer ou de partir ailleurs. Il y en a qui vont vouloir vraiment porter leur vision et qui vont vraiment tout changer. Si on regarde Blade Runner, par exemple, quand ça, voilà, par rapport au bouquin de K. Dick, Ridley Scott s'est fait plaisir, il a changé pas mal de choses. Voilà. Même en restant sur Philippe K. Dick, tu regardes Paul Verhoeven, ce qu'il a fait avec Total Recall, comparé au roman, jamais le personnage ne va sur Mars, il n'y a pas de mutants et tout ça, il s'est fait plaisir à Paul Verhoeven. Et pourtant, les gens adorent cette version, alors qu'en 2012, il y a une nouvelle adaptation que les gens ont trouvé juste pas très intéressante. En fait, tu avais l'impression de voir une sorte de mix entre le Total Recall original, un petit peu de Blade Runner, un petit peu de comment il s'appelle, Minority Report. Là, tu avais une sorte de Glooby Boulga qui était indigeste et pas très intéressant finalement, quoi. Donc voilà, jusqu'où l'adaptation peut se permettre quelques libertés. Moi, par exemple, il y a aussi un film qui me divise toujours autant. Je l'ai en Blu-ray d'ailleurs, mais je sais qu'il y a peut-être certains fans de Zack Snyder qui vont m'en vouloir. Mais Watchmen, j'ai du mal par rapport à ce film parce que j'ai la BD. Je l'ai lu la BD et en fait moi ce que je reproche à Zack Snyder c'est exactement, d'ailleurs j'étais très d'accord avec Yannick Dahan quand il faisait Opération Frison, il en avait parlé, c'est que il disait il n'y a pas de point de vue, j'ai l'impression de voir que Zack Snyder il sait pas quoi faire de son matériau d'origine, donc il fait un décalcage case par case. Et c'est un peu ça ce que je reproche au film. Et les rares changements, c'est genre d'avoir remplacé le monstre par une explosion géante, d'avoir mis quelques plans un petit peu gore par-ci par-là. Mais dans les faits, en termes d'adaptation, c'est vraiment un copier-coller. Et le truc, c'est que ce qui me fait marrer, c'est que les gens crient au génie pour ça. Mais 10 ans plus tard, quand Disney fait un remake du Roi Lion plan par plan, ils trouvent ça dégueulasse. Donc où est la nuance ? Alors, je suis pas en train de comparer Jon Favreau avec Zack Snyder. Bien sûr, je trouve que Zack Snyder est un meilleur réalisateur, mais
je trouve que dans la fabrication de ces deux œuvres, bah, y a la différence artistique n'est pas si énorme que ça finalement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est peut-être parce que comme j'ai lu le roman graphique, c'est pas le comic, c'est roman graphique. Bah, moi, ça m'a popé. Je dis, mais en fait, j'ai l'impression de voir la BD sur grand écran avec exactement les mêmes plans, les mêmes échelles de plans pour les cases sur les personnages des super-héros et tout ça. Donc, de Watchmen, je dis, mais en fait, à aucun moment, je vois Zack Snyder qui met ses thématiques à lui. C'est vraiment, je veux pas me mettre à dos les fans ou encore moi Alan Moore, tu sais très bien comment lui il est sévère avec ses adaptations, et je fais un copier-coller. C'est un peu ça que je reproche au film. Mais comme c'est soi-disant une œuvre inadaptable, que tu ne peux pas te permettre de changer telle et telle chose parce que sinon tu vas au bûcher. Écoute, d'accord. Ou sinon, on fait ça en série. Watchmen, hein, du coup. Ouais. C'est ça qui est drôle. Personnellement, la série était pas mal. J'aurais bien voulu une saison 2, malheureusement. Ouais. Pas. Bah écoute, on est déjà à 30 minutes d'exposition quand même. Je pensais pas que ça serait aussi long, mais voilà, ça m'a fait plaisir un petit peu de t'entendre un petit peu de parler cinéma. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion de parler un petit peu de notre passion, en tout cas. Juste toi et moi. Du coup, je te propose qu'on entre dans le vif du sujet. Donc, pour cet entretien ciné, tu as choisi de parler de American Beauty. Donc, American Beauty, c'est un film qui est sorti en 1999 aux États-Unis. Chez nous, il est sorti au mois de février 2000. Donc, il y a un film réalisé par Sam Mendes, dont d'ailleurs c'est son premier film. Donc, avec au casting, on a Kevin Spacey, Annette Bening, Wes Bentley ou encore Chris Cooper. Et avant, en fait, ce que je fais d'habitude aussi avec les précédents invités, c'est qu'un petit peu pour se remettre un petit peu les idées en place, on va se regarder la bande-annonce, si ça te dérange pas. Ok ? Avec plaisir. C'est parti. Tac. Today I blackmailed my boss for almost $60,000. Pass the asparagus. What? My parents are trying to take an active interest in me. I'm so proud of you. You didn't screw up once. Oh my god, it's a psycho next door. I didn't mean to scare you. I'm just curious. Why does he dress like a Bible salesman? Oh, I see. You think you're the only one who's sexually frustrated. Well then, come on, baby. I'm ready. There happens to be a lot about me that you don't know, Mr. Smarty Man. This is for your own good, boy. Yes, sir. Don't give up on me, Dad. Sometimes there's so much beauty in the world. I feel like I can't take it. You know, you bring out the absolute worst in me. Smile. You're at Mr. Smiley's. You are so busted. Voilà. Ça remet un petit peu, surtout que moi je l'ai regardé, je l'avais jamais vu, je l'ai regardé cette semaine exprès pour l'entretien ciné. Donc, comme tu l'as dit avant, c'est un film que tu as découvert via Canal+. Ouais. Et tu peux un petit peu nous raconter un petit peu ton expérience avec ce film-là, quand tu l'as découvert, quel a été un petit peu ton ressenti. Et aussi, comme j'ai dit, en fait, c'est un film qui est réalisé par Sam Mendes, qui est un réalisateur assez prolifique depuis, puisqu'il a fait Les Sentiers de la Perdition en 2001, il a fait les James Bond, Skyfall, Spectre ou encore 1917, ou encore cette année, c'était comment il s'appelle Empire of Light, que je n'ai pas vu, j'ai entendu beaucoup de bien, il faudrait que je le découvre. Donc du coup, voilà, comment tu as découvert ce film, quel a été vraiment ton ressenti à ton premier visionnage, et aussi quel rapport avec la suite de sa carrière tu entretiens avec Sam Mendes. Est-ce que c'est un réalisateur qui te fascine, ou que tu es totalement indifférent, ou tu t'apprécies, mais quelques-uns, mais t'es pas entièrement satisfait de sa filmographie en général. Voilà. Vas-y. Alors, c'est marrant parce que ça faisait partie de mes expériences. Canal+, il y avait un film, aucune idée. Hein. Je me suis dit, tiens, American Beauty, à l'époque, c'était le magazine télé, hein, voilà, que tu empruntais à la maman. Et tes cassettes.
Et puis, alors, et voilà, les cassettes VHS vierges, on pouvait mettre 2 films. Enfin, s'ils ne duraient pas plus de 2 heures, c'est des cassettes de 4 heures. Donc, il fallait des fois jouer, tiens, 2h15, le prochain, 1h30, pas plus. Donc, ça te donnait des combinaisons. J'en ai encore. Bon, elle ne marche plus ou le magnétoscope est mort depuis longtemps, mais je garde des souvenirs. Peut-être que je l'ai encore, celle-là, je ne sais pas. Et American Beauty, alors j'ai vu le programme et puis j'ai reconnu Kevin Spacey dedans, que j'avais beaucoup aimé, alors dans un rôle glaçant, dans Seven. Alors, dans Seven, tout était dans le regard. Alors, quand on sait ce qui s'est passé depuis pour l'acteur avec sa vie privée, on sent qu'il y avait quelque chose de malsain potentiellement en lui, peut-être. Je ne sais pas. C'est particulier des fois. On ne sait pas trop si c'est le système qui l'a rendu ainsi et tout. Ou alors qu'il jouait dans des films où il était souvent contre le système. D'ailleurs, je ne sais pas trop où en est la carrière de Kevin Spacey. Est-ce que du coup, il a été accusé? Je sais que, soi-disant, il avait tourné un film en Italie, donc je ne sais pas s'il continue. Sa carrière est vraiment au point mort. Je ne sais plus, parce que là, après, quand je vois des trucs comme ça, souvent, moi, je ne vais pas suivre trop derrière, parce que c'est quand même très désespérant. Ouais, des poursuites. Ouais, je suis en train de voir, il a été acquitté, puis il a eu d'autres accusations. C'est un gros bazar, là. Et donc, Kevin Spacey dans ce film, et il a eu la bande-annonce. Alors, peut-être pas celle-là, parce que sur Canal+, il refaisait des bandes-annonces différentes. Hein. Il y avait la première bande-annonce, mais la première bande-annonce, elle dure presque 3 minutes. Je dis, bon, là, elle dure 1 minute 30, ça suffit amplement. Mais je dis, mais ça va être quoi, ce film? Et puis, le titre est très étrange, American Beauty. Trompeur, hein, d'ailleurs, c'est un titre ironique. Et alors, c'est marrant, parce que la bande-annonce, là, que tu as montrée, c'est la première fois que je la vois, celle-là. Et j'aime bien comment ils vendent le film à une comédie qui peut être triste ou un drame qui peut être drôle. C'est vraiment, alors c'est une sorte de comédie noire dramatique qui est pas vraiment. Enfin, il y a des scènes qui sont drôles, mais quand tu grattes le film et que tu le revois, le film est pas drôle en fait. Enfin, il est très corrosif surtout. Et donc, premier visionnage, je pense que je l'ai vu après avoir enregistré. Voilà. Et j'étais là, puis je suis arrivé au bout. J'ai aussi vu un autre cinéma avec ce film-là, parce que l'ambiance. Pour moi, le premier truc qui m'a frappé, c'est une ambiance, que ce soit à travers des plans, à travers la musique aussi, parce que la musique de Thomas Newman est extraordinaire d'ailleurs. Elle participe à l'atmosphère. C'est un film où tu as l'impression de voir un truc lambda, genre presque une série télé. Et c'est amusant parce que le créateur, le scénariste, c'est Alan Ball, qui a créé la série Six Feet Under après. D'accord. Okay. Et Six Feet Under, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, que j'ai enfin découvert il n'y a pas longtemps, dès le premier épisode, je suis ah ouais, il faudra que je revoie American Beauty après avoir vu la série, parce que ça parle de la mort de la société, et American Beauty, ça parle aussi, entre autres, de ça. Et donc, premier visionnage, j'avais eu l'impression à l'époque d'avoir vu un ovni. Et c'est pas si faux que ça, même avec le recul et l'expérience. Ce film a quelque chose d'un ovni qui est très représentatif de cette Amérique des années 90. Je pense que c'est un film qui fait un peu le bilan de l'Amérique des années 90, qui commence clairement à être désabusé du rêve américain de l'ère Reagan, en fait. Est-ce que d'ailleurs, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas le film, tu peux un petit peu nous raconter un petit peu l'histoire de quoi ça parle? Alors déjà, dès la première scène, le film est inspoilable, si ce n'est sur comment ça arrive à la fin. Oui. Mais dès le début du film, on voit un homme en narration qui nous dit, là... avant ça, il y a d'abord sa fille qui est filmée. C'est vrai. Alors, en plus, c'est marrant parce que dès le début, tu as l'impression d'avoir une résolution à la Colombo, à l'envers, hein, mais presque ça. C'est l'histoire d'une famille américaine, on va dire middle class quand même, qui a réussi sa vie avec un petit pavillon, hein, les fameux pavillons. Voilà, ça aurait pu être une entame de film à la Tim Burton, mais ça va très loin autre part. Tu as la famille donc Burnham, qui couple avec une enfant, et sous les apparences d'un mariage qui a l'air heureux, avec une fille qui va au lycée, les deux parents qui ont un boulot stable, eh bien, on se rend compte que le père va vite en avoir marre, et que la fille n'aime pas son père. Elle trouve que c'est un loser et tout. Et puis donc, on voit au début, elle est avec un garçon et il lui propose à la fille, lui dit, presque, on ne sait pas si c'est sur le ton d'une blague ou pas, hein, et si je t'en débarrassais, et si je tuais ton père. Et elle est d'accord. Et après, on a la narration du père qui confirme grosso modo que dans moins d'1 an, il sera mort. Mais
c'est aussi l'histoire d'un homme, et c'est ça qui est c'est le beau paradoxe du film. On sait qu'il va mourir, mais c'est aussi l'histoire d'un homme qui va renaître, parce qu'il était plus ou moins mort dans cette vie très carrée, etc., imposée par la société. Soumis presque. Ah bah oui, c'est ça. Et puis même par rapport à sa femme, parce que comme tu l'as dit, par rapport au mariage, sa femme et elle, elles s'en fichent de lui, ils couchent plus ensemble. D'ailleurs, pour ça qu'elle va aller voir quelqu'un d'autre. Donc clairement, en fait, c'est vraiment une sorte de, comme tu l'as dit, c'est une sorte de mariage caché où on te montre devant tout le monde, la famille, ça se passe très bien, mais derrière, en fait, elles s'entre-déchirent. C'est ça, c'est des gens désincarnés en fait, parce qu'ils ont été aliénés, hein, parce que c'est un film d'aliénation de la société. Ils ont voulu tellement être dans le moule du rêve américain qu'ils ont oublié qui ils étaient. Et à la base, ils étaient amoureux, hein, ils le disent, ils se sont aimés. Ils ont eu cette fille qui était un fruit de leur amour. Mais avec le temps, la mère de famille qui ne pense qu'au boulot, et lui qui s'est perdu, tout ça, et la fille qui, elle complexe, tant et si bien qu'elle reporte ses frustrations sur sa meilleure amie, qui elle, la fille modèle populaire du lycée. C'est glauque, hein. C'est un film très glauque. Et en fait, tout va basculer. Le réveil va se faire. Sa copine, la fille modèle, mais qui, quand elles sont en train de discuter, elle n'a pas peur de parler de cul, mais de façon tellement crue. Hein. Mais c'est ça. Alors, ça, c'est vraiment où le doigt est mis sur on va dire, les faux semblants américains. C'est que c'est en apparence très pudique. Oh, attention, pas de dire, attention. Mais alors, quand ça peut lâcher en privé, on a l'impression d'avoir fait tout ce qu'on pouvait. Alors que, évidemment, face aux gens, il ne faut pas dire, attention, hein, pas de sexe avant le mariage et tout. Mais derrière, on sait très bien que les jeunes Américains, ils savent s'amuser, quoi. Et là, tout va changer quand des nouveaux voisins vont débarquer. Parce que là, la vie de la fille et du père va évoluer du jour au lendemain quand débarque donc la famille Fitz avec le fils qui est complètement asocial, hein, Ricky, qui est revenu d'un séjour en hôpital, ou cure de désintox en fait, hein, clairement, et dont le père est un ancien colonel qui lui aussi, à sa manière, est très carré sur une certaine forme d'Amérique, un héritage d'une Amérique très dure, qui lorgne même vers l'extrême droite profonde, puisqu'on voit les assiettes à un moment. Et Ricky, lui, il refuse tout ça. D'ailleurs, il berne son père de façon magnifique. La mère, elle est complètement... elle a fait un blackout mental. Je pense que même c'est un truc presque inconscient. Elle est sortie du truc parce qu'elle ne pouvait plus. Et donc, Ricky va rencontrer la fille de Lester. Et les deux vont vivre une histoire d'amour, les petits. Enfin, les jeunes. Et à côté, Lester, il va rencontrer Ricky, qui va lui offrir à fumer. Et ça va lui rappeler son enfance et tout. Et là, il va redevenir l'adolescent. En fait, il va reprendre sa vie qui avait pris fin à la fin de son adolescence. Et donc, il va y avoir ce réveil où Lester va ne plus se comporter comme l'adulte modèle. Et donc, il va plaquer son boulot. Il va se remettre au sport. Il va fumer. Et moment cringe du film avec le recul. Mais déjà, à l'époque, c'était un peu le recul. Il va tomber amoureux de la copine de sa fille. Il va avoir 15-16 ans, hein, dans le film. Et quand on sait que Kevin Spacey, derrière, a été accusé avec des jeunes. Voilà. Et c'est pour ça. Et il joue très bien le côté malsain quand il observe pour la première fois quand elle danse avec les cheerleaders. Là. Bon. C'est là où je parlais tout à l'heure, le cinéma qui se rapproche de la réalité parfois. Bon, là c'est involontaire, hein, évidemment. Et après, il va se passer ce qui va se passer. Ça va être la descente aux enfers autour de lui, et lui, il va vivre sa meilleure vie. Hein. Et c'est ça qui est le gros paradoxe du film, c'est qu'on sait que ça va mal se terminer, mais en fait, lui, il va réapprendre le bonheur et il va mourir heureux, malgré tout. Et il va prendre conscience de certaines choses aussi. Voilà, il va y avoir une évolution. Et c'est vrai que le personnage de Lester, donc il a cette renaissance, et il va passer dans le stade de l'enfance-adolescence, et il va regrandir autrement dans une société qui... Alors là, ça tire à boulet rouge sur l'Amérique de l'époque. Et je parlais d'héritage de ce rêve américain qui a été décuplé dans les années 80 sous l'ère Reagan. Et on voit ici qu'il y a clairement un malaise qui commençait à s'installer dans les années 90, fin années 90. Tout sera remis en cause après avec 2001, avec la crise de 2008. Mais on sent déjà que c'est la mort d'une certaine Amérique aussi, ce film.
Et c'est terrible, hein, parce que c'est un film qui est absolument fort à revoir, même les gens qui l'ont revu 2 ans, 10 ans, 20 ans après, c'est toujours pertinent. C'est presque un film qui a vu les choses venir. Et à l'écriture, Alan Ball, quand je me suis farci la série Six Feet Under pratiquement d'une traite, là, en quelques semaines, le gars avait tout compris de la société américaine. C'est quelqu'un qui a l'œil. Et avec ce film, on voit aussi, il a observé les choses et il est très pertinent. Ce film est d'une pertinence glaciale. Et c'est vrai que c'est un film très important pour moi, pour le coup. Surtout après, je suis devenu prof d'anglais, etc. Donc, bon, tu imagines bien que c'est quelque chose. Et bon, pour répondre à ta question pour Sam Mendes, justement, transition, en tant que prof d'anglais, je me suis pas mal servi des Sentiers de la Perdition en cours pour les gangsters américains, etc. Parce que là aussi, ça raconte des choses sur cette transition. Là aussi, la mort d'une certaine Amérique, mais d'une autre époque. Et Sentiers de la Perdition avec Tom Hanks, l'un des derniers grands rôles. Je ne sais pas si c'est pas son dernier de Paul Newman. À vérifier, mais c'est un peu le chant du cygne et c'est un de ses plus beaux rôles en plus, hein, pour une fin de carrière comme ça. Et là aussi, dans les Sentiers de la Perdition, c'est corrosif autrement. C'est plus dans l'aspect drame, mélo. Et là aussi, Sam Mendes, il s'est joué avec la mort. Et il y a une scène, on va pas revenir sur les Sentiers de la Perdition, mais il y a une scène, voilà. Et il sait même en plus la mettre en scène même dans le film avec le personnage de Jude Law qui est en train de prendre en photo quelqu'un qui est en train de mourir. Et donc après Sam Mendes, bon, après plus tard j'ai découvert, alors je vais vérifier pour pas dire de bêtises, Skyfall, oui ça c'est sûr, 1917 au cinéma, alors virtuose derrière la caméra, tout ça, mais 1917 je pense que c'est intéressant parce que là il revient sur l'aspect britannique, parce que c'est un Britannique, hein, Sam Mendes, donc mais c'était intéressant, mais peut-être trop, et ça manquait peut-être de point de vue 1917 pour moi, mais ce qui est logique. Vu l'aspect du film. Ouais. Mais c'est plan séquence, mais oui. Avec après les Sentiers de la Perdition, il a fait Jared, la fin de l'innocence, un film de guerre sur la guerre du Golfe. Les Noces rebelles, que je n'ai pas vu aussi, pareil avec DiCaprio et Kate Winslet. Celui-là, il est intense. Les Noces rebelles, c'est pratiquement une fausse suite fantasmée, mais bien sûr, c'est une blague. De Titanic. Tu aurais l'impression de voir comment Jack et Rose, s'étaient mariés, comment ça serait terminé pour eux 10 ans après, quoi. Donc, finalement, tu te dis, finalement, Jack, il a bien fait de mourir. Hein. Non, on rigole, mais là aussi, ça questionne l'Amérique, les Noces rebelles. Et juste après, il a fait un petit film qui s'appelle Away We Go, qui est une sorte de road movie que je ne connaissais pas du tout dans sa filmographie. Et puis, bien sûr, Empire of Light, où là aussi, il revient sur le contexte discours social britannique, mais surtout centré sur un couple. Alors là aussi, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à ce que thématiquement, ce soit plus riche que ça, parce que, tiens, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, Empire of Light, est-ce que c'est, parce que ça parle aussi un petit peu de cinéma et tout ça, est-ce que c'est une sorte de sous-Babylone? C'est juste la question que je pose. Ça n'a rien à voir. Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça se passe vraiment dans un cinéma, mais en soi, bon, si le cinéma est convoqué sur 2-3 trucs, mais c'est même presque... Non, ça n'a rien à voir. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que dans Empire of Light, on voit le génie plastique de Sam Mendes. C'est un metteur en scène. C'est un artiste qui pense ses plans. C'est des tableaux. Hein. On le voit dans Empire of Light. Dans American Beauty, vous avez beaucoup de plans qui sont hyper travaillés sur le cadre. Notamment, moi, j'ai toujours en tête cette scène quand ils sont à table. Plusieurs fois, ils reviennent. Hein, la famille à table. Pouf, tac, tac. C'est carré, ça bouge pas. Plan fixe, il n'y a rien qui bouge. Et il a tellement su bien mettre en scène cette Amérique complètement cloîtrée, codifiée et tout. C'est génial. Et puis quand ça se rebelle un peu, avec l'aspect aussi... Il y a un aspect voyeur aussi. Il y a pas mal de scènes à travers les fenêtres, etc. Ouais. Et puis bien sûr, des scènes un peu fantasmagoriques quand il s'imagine Lester avec la copine de sa fille. Voilà, non mais Sam Mendes est un très grand metteur en scène sur le plan technique, ça c'est certain. Et il y a des moments où il a su très bien raconter ses histoires aussi, mais je pense qu'il a besoin d'être accompagné d'un scénariste marquant, parce que pour moi American Beauty c'est autant son œuvre que celle de Alan Ball, par exemple. C'est ce que, par exemple, certaines personnes avaient reproché autant dans Skyfall, c'était peut-être assez maîtrisé, mais Spectre, on sentait que des fois le scénario s'éparpillait sur certaines choses et que c'est vrai que s'il n'a pas un bon scénariste pour le lier à ses idées visuelles, des fois ça part un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que Spectre, je crois que je l'ai vu qu'une fois, j'ai vraiment pas spécialement vu le revoir, en plus c'était assez long.
Donc du coup on était un petit peu parti donc sur Sam Mendes, un petit peu sur cinéma, donc on va revenir un petit peu sur American Beauty. Quand tu parlais un petit peu de mise en scène, il y a quoi vraiment qui t'a fait tilt American Beauty, peut-être au revisionnage, et aussi bon les acteurs, les personnages, comme j'ai dit, on a Kevin Spacey, on a Annette Bening, on a Thora Birch qui joue sa fille, ou encore la fameuse Mena Suvari, donc la fameuse Angela dont le père va tomber amoureuse, qui était connue également à cette période pour avoir joué dans American Pie, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'elle a été castée un petit peu dans cette idée-là. Hein, si je veux... à la base, c'était prévu que ça soit Kirsten Dunst pour ce rôle-là, et elle a refusé parce qu'elle avait refusé d'apparaître dans une scène à caractère sexuel ou d'avoir embrassé Kevin Spacey. Donc elle a refusé pour ça. Elle était visionnaire. Mais non, mais c'est vrai que quand on y pense, alors le casting est parfait dans ce sens-là, où bon, Annette Bening, elle est extraordinaire. Elle joue alors, je vais dire, c'est la harpie capitaliste, en gros, c'est grosso modo, c'est ça. C'est qu'elle a complètement oublié les humains autour d'elle. Elle, ce qui compte, c'est sa réussite. Et puis alors, son petit jardin, avec ses petites roses où il n'y a rien qui dépasse, l'apparence absolue. Et en plus, il y a des moments où on la voit quand elle est toute seule. Ça panique, hein, parce que c'est une femme qui est angoissée aussi. Et elle refuse de l'admettre. Moi, je trouve ça terrible parce qu'on voit en fait derrière cette façade une femme qui souffre, qui a été obligée, je pense, c'est sous-entendu, mais de trimer 2 fois plus, peut-être 10 fois plus pour se faire cette place-là dans un monde quand même plus masculin, surtout dans son milieu là, mobilier. On voit d'ailleurs qu'après, elle a une relation avec son concurrent, là, parce qu'elle fantasme la réussite de celui-ci. Elle va avoir une relation rien que pour ça avec lui. C'est quand même, c'est d'une violence. Je pense qu'on a aussi l'aliénation de la femme dans ce film. C'est plus en second. Alors ça, c'est vraiment quand on le voit 3, 4 fois, on se rend compte qu'il y a aussi ce questionnement-là, puisqu'il y a la femme qui a été déshumanisée par le capitalisme, il y a la jeune fille qui s'invente donc parce que par sa plastique, elle s'invente elle-même, parce qu'en fait, on apprend qu'elle n'a pas plus eu de relations que ça, hein, parce que voilà, elle est tout sur la vierge, hein. Elle le dit à la fin. Elle le dit, et c'est là d'ailleurs où Lester a une prise de conscience. Et puis tu as la fille de Lester qui, elle, elle sait plus où se mettre, la pauvre, avec tout ça, avec 2 exemples féminins, donc la mère qui pense qu'au boulot et sa copine qui est populaire. Elle, à un moment, heureusement, elle peut être sauvée encore. Et c'est l'arrivée de ce voisin qui va vraiment la sauver, en fait. Et là, il y a de l'espoir. C'est un film qui a aussi de l'espoir. Parce qu'on voit ces 2 jeunes gens qui, peut-être, eux, vont réussir à avoir leur vie tranquillement plus tard, on ne sait pas. On aurait pu imaginer et fantasmer ce qu'ils auraient pu faire après. Mais tout ce qu'il y a autour, thématiquement, le film est d'une richesse et d'une subtilité sur l'écriture des personnages. Chaque personnage a son traumatisme et son faux semblant. Chaque. Avec Lester, bon, lui, il va s'émanciper. Même le fils du voisin, en tant que tel, il est obligé de s'imposer cette façade face à son père. La fille, sa façade, c'est qu'elle n'existe pas, la pauvre. Elle limite d'elle-même, elle refuse d'exister vu ce qu'il y a autour, quoi. Heureusement, elle entretient pratiquement plus de relation avec sa mère, et elle rejette. C'est même son père essaie de se rapprocher, mais c'est elle qui la rejette totalement, quoi. Elle ne vit que parce que avec sa meilleure amie, quoi. Et c'est terrible. Elle fait ce que sa meilleure amie fait d'ailleurs. Le concours de enfin le truc de cheerleading là, elle fait, mais elle foire tout. Hein. Si vous regardez bien la chorégraphie à un moment. Ouais, ça se voit au niveau des mouvements, ouais, ça se voit. C'est génial parce que ça, c'est l'art du détail, quoi. Ils l'ont fait mal jouer exprès, enfin mal chorégraphié. Puis t'as la mère à la fin, tu as absolument rien raté, c'est extraordinaire. Genre, non mais même là, quoi, tu vois, l'hypocrisie, c'est ça le mot que je cherchais aussi. L'hypocrisie absolue. Et donc, bon, on a le père du voisin. Alors lui, c'est terrible. Hein. Alors évidemment, impressionnant. Chris Cooper, il est impressionnant. Tu le vois pas beaucoup, mais. C'est peut-être le méchant réaliste, hein, le plus pathétique que j'ai pu voir, parmi peut-être une dizaine dans l'histoire du cinéma. On le voit pas beaucoup. C'est ça aussi le propre du personnage qu'on peut détester, c'est qu'on n'est pas obligé de le voir souvent. À chaque fois qu'il apparaît, c'est quand même très malsain. On sent que lui, il est complètement... je sais pas ce qui s'est passé, traumatisme de guerre, on sait pas en fait. Un ancien militaire, le gars, il a vrillé en fait. Il a vrillé, et son fils, c'est son soldat.
Sa femme, elle est dans cet état-là. Tu peux imaginer tout ce que tu veux, ce qui a pu se passer. La femme, en fait, on a l'impression qu'elle a fait un blackout. Enfin, elle réagit, mais elle est ailleurs. Elle est dans son monde. Et tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. Soit que volontairement, elle a fait un burn-out, soit que peut-être même son mari l'a battue à un moment. On peut imaginer tout ce que tu veux. C'est ça qui est terrible. Mais c'est sur ce que tu vois du film, son père. Est-ce que tu le trouves pathétique ou tu es en empathie avec lui? Parce que il est sévère avec son fils, mais il y a une raison aussi, c'est parce que ça a été un drogué, son fils. Il y a ça, mais le pire, c'est que le personnage est tellement bien écrit que tu vas le détester et tu vas le plaindre à la fois, le père. Et pourtant, vraiment, on le montre, il a des assiettes du Troisième Reich, enfin, c'est la caricature absolue du gars détestable. La scène dans la voiture aussi, quand il y a le couple gay, on a des PD dans notre quartier comme voisins. Il a une zéro tolérance, et pourtant, alors là, on peut spoiler, peut-être, un peu. Bon, on peut spoiler. Et pourtant, à un moment, il pense que son fils est donc homosexuel aussi, et qu'il a une relation avec le voisin, parce que scène horrible. C'est quand tu parlais du cadre. Mais c'est le point de vue. Toute une question de point de vue. Il lui roule son pétard, le fils, et il fait ça. Et du point de vue, il croit qu'il lui fait une fellation. Donc le père, là, tu te dis, il va lui exploser la gueule et faire son fils, machin. Non, il va voir Lester et il l'embrasse. Et là, tu l'as détesté, ce personnage, jusque-là, à raison. Hein. Et là, tu te dis, en fait, que le gars, il se ment depuis X années, qu'il s'est forgé ce personnage horrible pour refouler son homosexualité. Parce que l'Amérique, autour de lui, peut-être ne lui a pas permis. Là, on peut s'imaginer un background. Le gars, peut-être, s'est fait tabasser parce qu'il a été ado, pris avec un garçon, et il s'est fait tabasser. Et puis, depuis, il s'est refait sa vie, il s'est créé quelque chose. Et là, on a le personnage le plus ultime dans le faux semblant destructeur, en fait. Et quand tu as cette scène-là, tu te dis, mais tu es là, tu as détesté ce personnage, et là, tu te dis, mais en fait, il s'est détruit, ou il a peut-être été détruit par quelque chose avant, on ne sait pas. Hein. Et tu sais très bien à la fin que ça peut être que lui. C'est là où tu sais que c'est lui qui va tuer Lester. Il n'y a aucune rédemption possible, il ne peut plus. Là, le point de non-retour est franchi. Limite, je pensais même qu'il allait avoir une scène après où il allait se mettre une balle derrière, tu vois. Mais non. Mais non. Alors, peut-être qu'après, le film se termine sur une fausse fin. Là, hein. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça aussi l'histoire du film. Quelque part, il va vivre avec la honte toute sa vie, quoi. C'est ça le truc. Ouais. Et puis, tu as presque un thriller à la Hitchcock. À un moment, tu sais qu'il va mourir, Lester, à la fin. Tu te dis, mais qui va tuer? Est-ce que c'est sa fille avec Ricky, etc. Est-ce que c'est son épouse? Parce qu'à un moment, on la voit avec un flingue, même qu'elle s'entraîne au tir avec son amant. Hein. Ah ouais, les Américains, ils aiment tirer. Ah oui, une jouissance. L'Amérique, elle en prend plein sa gueule de A à Z dans le film. Il y a même les fast-food qui sont critiqués. Où il va se mettre à travailler dans un fast-food. Tu vois, c'est aussi par rapport à ce que tu disais, que le personnage de Kevin Spacey voulait un petit peu retrouver son adolescence. Quand tu travailles dans un fast-food, en général, c'est quand tu es adolescent, c'est plutôt job étudiant et tout ça. Donc clairement, tu as l'impression d'un retour en arrière, ou justement d'une période qu'il avait à peine traversée, et où il a dû rapidement se forger dans cette société, avec peut-être que avec sa femme aussi, s'était rencontré assez tôt, donc finalement il a peut-être pas pu en profiter pleinement de sa jeunesse aussi. Donc tu as l'impression qu'à 40 ans, tu as cette crise de la quarantaine qui veut absolument rattraper. Putain, en plus, le nom du fast-food, c'est Mr. Smiley, là, t'as jusqu'au bout. Hein, l'ironie, elle est jusqu'au bout. Puis voilà, après, donc ça, on ne sait pas, la fille, la mère, le voisin qui va le tuer. Bon, à la fin, tu comprends très vite que ça va être le voisin, vu ce qui s'est passé. Donc il y a un faux suspense, mais il y a quand même un petit suspense à un moment. Hein. Bon, je parlais de Colombo tout à l'heure, mais c'est pas vraiment Colombo, parce qu'on ne sait pas qui a tué Lester au début. On sait juste qu'il va mourir. C'est vrai que c'est plus une construction un peu à la Hitchcock, un petit peu. Sam Mendes étant anglais, peut-être que lui aussi, il a été biberonné à... Bon, Hitchcock, il était autant américain que britannique au final, hein, dans sa carrière. Mais c'est un film qui est très complet en plus sur le style. Parler de comédie, de drame, film social, un petit peu thriller, etc. Et la construction, mais en fait, ce qui fait la force du film, c'est la construction avec l'écriture des personnages. Il y a combien de personnages importants là? 4, 5, 6, 7. Voilà. Et ils sont tous très bien écrits, avec une évolution, et c'est fluide en fait.
Et puis, tu vois, les traumatismes sont là. Et c'est avec une fluidité. Puis, il y a des moments, bon, au-delà de ça, il y a des moments de poésie aussi. Il y a quand même une scène, pour moi, je retiendrai une scène marquante dans le film, qui est une scène filmée dans le film. Oui. Celle du sac plastique. Le message paraît bête, mais moi, ça m'avait traumatisé et beaucoup, enfin, pas traumatisé, mais dès le premier visionnage, je me suis posé des questions là-dessus. Où serait la beauté de filmer un sac plastique qui vole comme ça avec les feuilles? Où la beauté, en fait, elle est partout autour de nous. Il suffit de savoir la regarder, ce qu'on ne sait plus faire. On ne prend plus le temps de le faire. Eh bien, American Beauty, en 2023, il serait décuplé avec les réseaux sociaux et tout. Tu peux faire une version 2023, tu aurais besoin d'en faire une série avec 10 épisodes pour bien développer tout ça, parce que ça serait un enfer, en fait. Et, finalement, il y a quelque chose qui m'avait aussi marqué. Ah pardon, vas-y, excuse-moi. Non, mais le film, il est hyper d'actualité, en fait. Voilà. Il y avait une scène qui m'avait... J'étais un petit peu mal à l'aise parce que je savais pas trop où est-ce que Sam Bennett voulait en venir. Peut-être que tu pourras un petit peu m'étayer. C'est quand tu vois le personnage de Lester qui va à la cave, il va chercher les poids et il se met devant la fenêtre où il est en train de se muscler et à poil. Est-ce que pour toi il y avait un double sens, il y avait un niveau de lecture peut-être que j'ai pas trop compris et que justement tu as le fils qui s'appelle comment il s'appelle déjà son fils, c'est Ricky qui le voit par la fenêtre, il commence à le filmer. Et j'ai pas trop compris en fait le sens, pourquoi il se met à nu sur ce côté-là, sur ce coup-là. Ça fait presque un écho où on a au début sa seule scène de plaisir dans ce marasme, etc. C'est quand il se branle sous la douche. Hein. Oui, il le dit clairement. Et en fait, sur ce passage-là, on voit que malgré son réveil, Lester, malgré sa potentielle émancipation, il reste quand même dans ce carcan américain, malgré tout, quoi qu'il arrive, sur l'apparence physique. C'est-à-dire quand même, le gars, il veut se muscler. En fait, ça montre aussi le paradoxe, c'est qu'il veut sortir de ces codes-là, mais pour séduire une fille qui est absolument à fond dans ces codes-là, qui est tout pour l'apparence. Donc lui, il se met aussi en mode, je donne tout pour l'apparence, donc je vais me muscler pour paraître le mâle américain absolu, le mâle réganien des années 80, genre voilà, un Stallone, un Schwarzy peut-être, voilà. Et je pense que ça veut dire que malgré son illusion de « Ah, ça y est, hein, je suis un rebelle, oh là là », il est quand même toujours corrompu. Quoi qu'il arrive, il y a cette corruption-là. C'est là, d'ailleurs, il y a l'évolution. C'est que ça, c'est le début de sa rébellion. Et il est encore dans le contexte-là. C'est quand, après, il verra pour la première fois, donc où il sera seul avec la fille qu'elle va lui dire « En fait, moi, je suis vierge, etc. » C'est là où il va finir vraiment de grandir. C'est là où il va mourir peu après. D'ailleurs, c'est terrible parce que quand il devient vraiment le nouvel adulte qu'il peut être, où il contemple sa famille, il trouve que c'est beau. Photo de famille, il trouve que c'est beau. Il ne regrette pas ça, il ne rejette pas. Il découvre enfin que c'est beau, prêt à redémarrer sur de nouvelles bases. Sauf qu'à ce moment-là, c'est hyper naïf, c'est trop tard, parce que de toute façon, sa fille, elle est déjà plus ou moins partie, avec Ricky, là, elle veut fuir. Son épouse, jamais elle redémarrera à zéro avec lui. Et lui, Tu penses pas que sa femme, peut-être? Ah, c'est compliqué. C'est avec l'histoire avec le flingue en plus. Il y a. Ah, tu penses que peut-être si le voisin, donc le colonel Frank, il aurait pas tué Lester, tu penses que sa femme l'aurait fait de toute façon? C'est ambigu. C'est ambigu parce que c'est vrai qu'à la fin, on se demande ce qu'elle vient faire avec l'arme. Ou est-ce qu'elle était sur le point d'en finir elle-même avec la vie? On ne sait pas. Mais ça aurait été compliqué d'imaginer, en tout cas, qu'ils puissent se mettre ensemble à nouveau comme avant. Et puis au moment où il se rend compte de cette beauté-là, qui est factice malheureusement, hein, parce que tout s'est brisé, eh bien il se reçoit une balle dans la tête. C'est l'ultime libération, parce que de toute façon, là, il constate ce bonheur. Sur le moment, il pense que ça va être possible. Oui, je vais être heureux maintenant. Et cette balle derrière la tête le libère. Parce que sinon, il aurait été à nouveau malheureux autrement après. Ouais. C'est ça qui est terrible en fait. Pour toi, c'était le zénith de sa vie. Il aurait fait que redescendre. Voilà. Il n'aurait pas pu avoir mieux. Donc finalement, ce voisin vient le libérer sans qu'il le sache. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a sa narration qui est un moment à sa mort. Enfin, c'est une narration où il vient de mourir. On peut imaginer un petit peu un truc mystique. Ça, c'est Alan Ball. Hein. Il faut voir Six Feet Under. Vous comprenez le rapport à la mort. Dans Six Feet Under, les morts, hop, ils apparaissent en souvenir aux vivants. Donc
D'ailleurs, c'est très drôle parce que dans Six Feet Under, dès le premier épisode, t'as un truc inattendu, t'as un personnage qui est censé être principal qui meurt. C'est génial, ça. Donc, le gars, il aime bien jouer avec ça. C'est assez fort. Et donc là, cette narration-là, c'est peut-être les 5 secondes au moment où il meurt et il va dérouler ça en film. C'est son film, en fait. Et c'est le film de son éveil, sa prise de conscience. Et à la fin, ça se termine sur un moment de bonheur. D'ailleurs, c'est très beau, la scène où il meurt. La mort est belle à la fin. C'est vrai. Il est mort, le cerveau un peu explosé et tout, mais il a le sourire dans le sang, là, c'est le reflet, tout ça. Mr. Smiley. Mais ouais, c'est-à-dire qu'il y a la beauté dans la mort, mais ça, c'est Alan Ball. Hein. C'est quelque chose. La mort n'est pas une fin, enfin, si, la mort est une fin, mais elle n'est pas censée être triste non plus. C'est un peu le message. C'est-à-dire que la mort peut être une délivrance, peut être triste, peut être tout ce que vous voulez, mais c'est pas forcément quelque chose de moche. C'est ça un peu le message final. C'est un message ambigu parce que pendant tout le film, on a vu la mort d'une certaine Amérique. Si on gratte derrière, voilà. Et là, on a la mort d'un personnage principal qui n'a pas pu vraiment s'en émanciper de toute façon. Ou alors, pour s'émanciper, il fallait arrêter là, quoi. Bah, moi, ça me rappelle aussi pareil ces scènes avec quand il est au travail avec son patron. Comment d'abord il dit oui, ils vont expurger un petit peu du personnel pour parce qu'ils ont financé, c'est un petit peu compliqué. Et t'as Lester qui dit oh, bah ouais, mais bon, si notre patron il se serait pas tapé une petite prostituée ou le truc, il aurait pas détourné des fonds. Ah, vous avez pas de preuves. Ouais, on me la fait pas à moi. Et le deuxième rendez-vous, quand finalement il faut écrire une lettre pour justifier pourquoi vous devez me garder moi, et qui vous dit oui, de toute façon vous êtes des gros nazes, limite je me barre, un truc comme ça, et oui, je veux mes indemnités pendant 1 an, on va les refuser. Ah bon, ben je vais porter plainte pour attouchement. Enfin, c'est assez ironique en plus. C'est extraordinaire, c'est vrai, c'est très ironique. C'est Kevin Spacey à l'envers 20 ans après, quoi. Enfin 10 ans après, je sais pas combien d'années après, mais oui, mais ça montre aussi que le système américain du travail, enfin dans ces entreprises, on va dire, je sais pas s'ils travaillent dans la finance, les assurances, je crois, enfin bon, bref, la corruption elle est partout. Et évidemment, dès qu'il y a de l'argent en jeu, alors là, c'est vrai que c'est le seul moment où l'argent est vraiment en jeu, c'est dans ce monde du travail. Bah ouais, en fait, il part sur peut-être des hypothèses. On sait pas, peut-être qu'il a vraiment des dossiers. Hein. Peut-être qu'en faisant ces hypothèses-là, il arrive à faire peur. Parce qu'il finalement, derrière, il s'avère qu'en effet, peut-être que le patron, etc. En plus, cette scène, c'est comme tu dis, par rapport au plan aussi, c'est tellement codifié entre les bureaux, les classeurs, tout bien rangé et tout ça, tout est quadrillé. Et c'est vraiment, tu as l'impression qu'il y a aucun écart en fait que tu soi-disant tu peux te permettre mais par le voile. Ouais. Ce qui est terrible, c'est même dans la chambre de Ricky, le voisin, qui est censé donc être asocial et hors du cadre. Et ben si, il s'est forgé un cadre, tout est hyper rangé dans sa chambre, avec les pots, là, les cassettes, il y a tout. Et c'est marrant parce que même lui, en fait, sans le savoir, le jeune, il a l'air totalement en mode à l'aise et tout. Ouais, je sais, je vois tout et tout. Mais lui aussi, il a été corrompu dans ses habitudes. Alors peut-être que c'est ce faux semblant qui s'est construit par rapport au père. Et qu'il en joue, peut-être qu'il en joue. Mais voilà, puis il y a aussi cette réception au moment où ils vont voir pour le boulot de la femme, là. Et le mari, et là, il va être le gentil mari. Hein. La scène quand il embrasse sa femme aussi, c'est... Et ouais, parce que tu te rends compte, crise de lèse-majesté, horrible, embrasser sa femme dans une soirée comme ça, c'est mal vu, quoi. Selon la femme, elle est complètement aliénée. C'est quand même grave, quoi. Ils peuvent même pas montrer qu'ils soient heureux ensemble, c'est pas possible. C'est particulier. D'ailleurs, c'est très drôle parce que cette scène, dans cette réception, on va dire que les échelles de valeur habituelles d'une certaine société comme ça, un peu bourgeoise, sont renversées parce que là, clairement, c'est la femme qui porte le pantalon et Lester qui est traîné comme si c'était un petit peu l'épouse inutile, tu vois. C'est pour ça qu'il reste au bas et qu'il est en train de boire parce qu'il n'y a personne qui lui parle. Et en fait, finalement, il se reconnaît avec qui ? Avec l'adolescent. Donc, il va fumer. Il va fumer. En fait, c'est marrant, ça. Non, mais c'est un film qui est d'une intelligence assez rare. Hein. Et puis... c'est un film qui aura 15 millions de dollars de budget et qui en rapportera 355 millions dans le monde, avec notamment 5 Oscars. Donc 5 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur pour Sam Mendes, meilleur acteur pour Kevin Spacey, meilleur scénario original pour Alan Ball et meilleure photographie pour Conrad Hall.
Ah Plus bah oui, la nominations photographie, pour oui. Annette Bening, meilleur montage, meilleure musique de film pour Thomas Newman. Bon, ça va, Ah, ça va pas. photographie qui va avec, mais c'est vrai que c'est un film qui a dû plaire à l'Académie des Oscars, ça c'est sûr. Mm. Ça valse les conventions là et ça n'a pas dû plaire à tout le monde. Hein. C'est le genre de film qui a dû mettre mal à l'aise pas mal de ces familles américaines justement là. Bah, Non. ça m'étonne quand même qu'il ait gagné tous ces Oscars parce que justement, en général, même l'Académie des Oscars, un film il préfère quand même quand c'est plutôt un film qui rend hommage, enfin qui rend hommage à l'Amérique, mais quand tu leur rentres dans l'art, ils sont pas plus fans que ça, tu vois. Ouais, c'est un film qui a changé peut-être certaines visions à l'époque aussi. C'est un film dont l'Amérique avait peu. Bon, je pense que c'est vraiment le film dont l'Amérique avait besoin à la fin des années 90. C'est l'Amérique. Pour nous, ça avait l'air toujours. Mais bon, c'était quand même dormant, enfin, une forme de déclin. C'est assez inexplicable. L'ère Reagan, qui a été un face absolu d'un point de vue extérieur pour les Américains les plus riches, c'était génial. Mais après, c'est la gueule de bois. C'est un peu l'Amérique de la gueule de bois, là. Et c'est vrai que cette Amérique-là a commencé à pas mal souffrir sans s'en rendre compte dans les années 90. Ce genre de film est un rappel à l'ordre. Et malheureusement, après, le destin étant cruel par moments et tragique, 2 ans après, on a les attentats du 11 septembre qui va à jamais changer l'Amérique, qui va réveiller l'Amérique aussi d'une certaine façon, mais peut-être pas de la meilleure des manières, hein, parce que après on repart dans d'autres excès, etc. Donc, mais ça, c'est l'histoire de l'Amérique. Ça a toujours été... On reprend par exemple les années 20, l'économie extraordinaire et tout, puis le crash boursier de 1929, qui a précipité le monde entier d'ailleurs, hein, dans la récession, qui a plus ou moins créé après la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc Alors, là, par contre, j'avais une petite question que je voulais te poser parce qu'on a mis en avant un petit peu les nombreuses qualités du film. Est-ce que peut-être il y a quelque chose dans American Beauty qui, niveau de défaut, t'aurait un petit peu dérangé quand peut-être tu l'as revu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une scène qui te dérange? Est-ce qu'il y a un personnage que tu aurais préféré qu'il soit un petit peu mieux exploité? Bah, en soi, bon, évidemment, avec ce qu'on a appris sur l'acteur après, tu vois plus les scènes qui paraissent presque poétiques aujourd'hui te paraissent cringe. Est-ce que du coup, par rapport à la situation de Kevin Spacey, est-ce que tu as l'impression, on parlait avant de genre comédie noire et tout ça, est-ce que tu peux presque parler, je me souviens c'était qui en avait parlé quand on avait fait, quand il y avait eu The Big Short en 2014, avec Adam McKay, où je sais plus qui c'est critique avait dit, on a l'impression de voir une sorte de grosse comédie, mais pour lui c'était plutôt une sorte de film d'horreur qui mettait vraiment en avant les dessous de l'Amérique. Est-ce que pour toi, American Beauty, sous sa façade, est plus un film d'horreur, bien sûr, oui, qui n'est pas du même niveau que Halloween, Massacre à Tronçonneuse, c'est pas le même style, mais qui te met mal à l'aise sur certaines scènes dans le contexte actuel par rapport à l'acteur, par rapport aussi à la vision qu'on a de l'Amérique d'un point de vue extérieur, nous, Européens. Bah, il y a une forme d'horreur sociale parce que bon, quand tu es plus jeune, moi je l'ai vu, j'avais 18 ans et quelques, bon, tu espères réussir ta vie un minimum, donc tu peux avoir des envies d'argent. J'ai jamais vraiment eu ça, mais sorte de poser ta vie et tout. Quand tu vois ce film où tu as l'impression d'avoir des gens qui ont réussi et que tu vois que c'est ça, tu te poses des questions sur qu'est-ce que la réussite d'une vie, par exemple. Parce que au-delà de la réussite de l'argent, même la réussite de fonder une famille, pour avoir une famille comme ça, c'est quand même triste, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a ça, il y a une côté horreur sociale, et puis la fin de nuit avec la pluie et tout a une ambiance horreur quand même. On a presque une ambiance huis clos dans la maison, enfin je sais pas si c'est très sombre d'un seul coup. Et t'as l'impression que justement là, l'horreur se fait vraiment sur un acte final qui va révéler enfin aux yeux de tout le monde qui est qui. C'est un petit peu ça d'ailleurs, c'est une forme de Cluedo, et à la fin tu découvres qui est qui, et à la fin t'as vraiment je pense qu'il y a des emprunts sur l'horreur à la fin. Je ne sais pas comment ils ont bossé sur le tournage, mais peut-être que Sam Mendes et son chef-op se sont dit, tiens, là, on va faire cette tonalité-là qui est un peu plus... On pourrait avoir une forme de huis clos, ambiance sombre. On peut penser... Par exemple, il y a des scènes dans Basic Instinct vers la fin aussi, ou des scènes intérieures, là, comme ça, où quand on est vers la fin, avec là, on découvre qui est qui et tout. Il y a un petit peu cette ambiance-là, d'un seul coup, qui s'assombrit. Et après, sur des personnages, vraiment, la mère de Ricky, donc celle qui est dans son monde, parfois j'ai eu mais pourquoi elle est comme ça? Quel est le message derrière?
Et plus je me dis, plus j'avance et plus je me dis que c'est peut-être pas plus mal de ne pas en savoir plus. Parce que tu peux malheureusement t'imaginer le pire, ce qui colle encore plus à la situation. Parce que à aucun moment on ne sait ce qu'elle a, la mère. Hein. C'est pas expliqué, elle a eu une attaque, elle a Alzheimer, je sais n'importe quoi, un Alzheimer avancé, on ne sait pas. Hein. Elle est malade. Ça, le seul truc, c'est ma mère est malade, je crois que c'est ça qu'il dit à... Fais pas attention à ma mère, elle est malade, ou tout comme ça. Moi, je trouve que c'est un personnage déchirant, en fait. On la voit en tout, mis bout à bout, peut-être 5 minutes dans le film, mais elle marque. Parce que là, tu te dis... Moi, ça me donne l'impression que ce personnage a été mis là pour dire que oui, il y a des personnes qui démissionnent de la vie en mode je ne me reconnais plus dans ce monde. Un peu l'impression que c'est ça, ce personnage. Donc, au final, qu'on n'en sache pas plus, même si ça m'a longtemps frustré, qu'elle fasse que passer comme ça, je me dis que ça a un sens. C'est peut-être le personnage pivot du film, en fait, la mère, quelque part. Involontairement comme ça, d'une certaine mesure. Et même, je pense qu'elle n'a pas été placée là par hasard, dans le sens elle existe. Ça aurait pu être très bien le père seul avec son fils. Sur le papier, ça aurait pu être ça. Mais elle est là pour montrer que le malaise est tellement profond qu'au-delà de la mort, donc déjà, il y a les faux semblants, mais il peut y avoir pire. C'est la personne qui est encore là, mais qui n'est même pas libérée par la mort. Quoi. Parce qu'elle est dans son monde. Peut-être qu'elle est heureuse dans son monde, au fond d'elle. Hein. Mais moi, je trouve ça terrible, en fait. Parce que, même à la fin, quand tu as son père qui éjecte Rick, elle va voir sa mère et tu as l'impression que même elle a une sorte de soulagement. Même involontairement, elle se dit quitte cette maison, va faire ta vie. C'est vrai qu'elle a encore le recul de se dire ça, quoi. Elle est emprisonnée dans son corps et peut-être que je pense qu'il a dû avoir un blackout. Hein. Il a dû avoir un truc. Et en effet, c'est la représentation de cette personne qui n'a peut-être pas su s'émanciper parce que le mari ne l'aurait jamais laissé faire, hein, vu voilà. Et il y a beaucoup de gens aussi qui avaient reproché par rapport à l'esthétique que c'était un peu trop théâtre filmé. Est-ce que toi, tu l'as vu comme ça? C'est vrai que le film met très rarement des plans d'extérieur, des plans qui se passent dehors. C'est très rare. Je crois qu'il y a la scène où justement Lester et oh là là, j'ai toujours du mal avec ce personnage, c'est Rick. Oui, Ricky, quand ils sont dehors en train de fumer, mais c'est vraiment à côté de la porte. Il y a peut-être la scène où tu as sa femme avec son plan cul qui sont en train de tirer, mais c'est vrai que des plans en extérieur, il n'y en a pas tant que ça. C'est tout le temps dans des maisons, dans des bâtiments, quand lui il est au boulot, quand même elle bosse, cette fameuse journée où aujourd'hui tu vas vendre cette maison et elle est là avec les différents clients et à chaque fois ça marche pas. Donc il y a ce côté théâtre filmé, je sais pas avec le recul, tu peux le voir de ce point de vue-là. Moi, ça m'a pas trop dérangé au niveau de la mise en scène et des cadres. Mais moi non plus, mais t'as presque même un côté sitcom par moment. Alors, très vite fait, hein, mais les scènes extérieures, il y en a quelques-unes avec les voisins qui sont en couple. Et eux, alors c'est génial parce que c'est deux personnages qui sont très secondaires, mais c'est les seuls qui sont vraiment heureux dans le film. Parce que c'est les seuls qui ont assumé. Ils sont en couple, ils sont homosexuels, ils se cachent pas, ils sont très contents. Et tout va bien pour eux. C'est génial, ça. C'est les seuls qui sont 100% libérés de toute contrainte. Ils ont toujours le sourire, ils ont toujours la pêche, ils sont toujours sympas. Ils invitent même Lester à courir à un moment, c'est drôle. Son sport et tout. Et ils sont là en mode presque observateur en disant nous, on est heureux là. Et limite, ça pourrait presque être des regards moqueurs qui portent autour. Non, ils s'en fichent, ils sont contents. Eux, ils vivent leur vie. Et ils sont pleinement satisfaits. Et en plus, ils ont des boulots à côté. À un moment, ils disent leur boulot. Et ils ont des boulots lambda normaux d'Américains. Hein, mais dans leur vie à eux, paisible, ils sont heureux. Parce que c'est les seuls qui ont accepté tout au-delà même de ce qu'on pourrait leur dire. Ils ont peur de rien. C'est vrai que pour un film de 2000, c'est vrai que l'homosexualité du couple, mais elle est traitée de façon presque banale. C'est juste, vous êtes des gens comme les autres. Et c'est les seuls personnages qui sont montrés comme normaux en plus, entre guillemets. C'est ça. Ils vivent leur vie. Et puis même, alors c'est ça qui est génial, c'est que même le nouveau voisin, là, il les voit et tout, il n'ose pas. Il n'a même pas. Parce que vu le tempérament du gars, on aurait pu imaginer... Il est là d'ailleurs, quand il les rencontre pour la première fois, ils viennent toquer à sa porte. Pour lui donner un panier là. Il est là et il hallucine. Il réagit même pas. Il se fait prendre à son propre piège en plus. C'est génial. Après, évidemment, il va dire à son fils regarde, voilà. Mais ça, c'est l'ironie du film. C'est le petit clin d'œil du film en mode, vous voyez, parce qu'on parle de normalité, machin, mais ouvrez les yeux, observez aussi.
être. Aujourd'hui, tu as un personnage gay, tu as l'impression que tu sais, il faut que ça fasse un article sur le film, il faut que ça fasse vendre. Mais là, à cette période, on pouvait encore se permettre quelques petits écarts sans qu'on ait à juger. Ah, il faut mettre un personnage gay, il faut faire. Non, on peut les traiter de façon totalement normale. Dans l'écriture du film, c'est tellement naturel en fait. Ça coule de source. Et puis, en plus, mais franchement, on les voit quoi dans le film? On les voit pas beaucoup. 2-3 scènes, même pas. Hein. Ils ont peut-être 2 minutes de temps de présence, pas plus. C'est un des deux, je crois, qui fait les deux d'ailleurs, qui font un compliment à l'épouse de Lester sur le jardin super bien tenu. Il y a presque cette ironie-là en plus. Ils sont un peu dans le système. Ils sont quand même un peu dans le système. Attention. Mais ils sont heureux parce que eux, ils ne se mentent pas. Ils ne mentent à personne. Et c'est tout. Et c'est vraiment les seuls qui ne mentent pas dans le film. C'est les seuls. Parce que même Ricky, bah, évidemment, à cause de son père, il est obligé de mentir. Donc, des défauts à ce film. Maintenant, la façon de filmer théâtrale en soi, c'est justement pour le côté très cadré, codifié, c'est volontaire. Il fallait pas qu'il y ait des plans séquences qui volent dans tous les sens. Aucun intérêt là. Ça ne serait pas. C'est là où la mise en scène, en fait, des fois, tu vas avoir des réalisateurs qui vont je vais te faire des trucs extraordinaires. Et il faut que la mise en scène, elle raconte un truc. Et là, mise en scène posée, très cadrée, millimétrée, parfaitement. Et puis, évidemment, ça se débule un peu plus vers la fin quand ça commence à. Par exemple, quand on est dans la fin avec la maison où il pleut, etc., t'as beaucoup de plans qui sont beaucoup moins cadrés. Les personnages sont plus sur les côtés, etc. Ouais, ils sont presque des fois jamais filmés entièrement. C'est ça, et c'est parce que ça a commencé à s'effriter un petit peu, là, les certitudes. Donc, je pense que c'est un film très important. On va peut-être conclure avec ça. Je voulais juste, avant de finir, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du film, mais peut-être, quelle est vraiment ta... On a fait ça l'année dernière. Quelle est ta scène qui t'avait le plus marqué dans le film quand mais c'est... que pour toi, vraiment, en termes de mise en scène, en termes de montage, qui vraiment, pour toi, c'est vraiment peut-être la scène la plus importante, par exemple. Il y a j'en vais en revenir à cette scène du sac plastique parce qu'il y a tout le contexte en plus quand il fait découvrir à... C'est Jenny, je crois, le prénom de la fille. Jane. Je crois que c'est Jane, oui, voilà. Oui, Jane, Jenny. Bon. Et quand il fait découvrir à Jane la vraie beauté, et il y a ce jeu-là, en plus, il lui montre un truc, puis il la filme en même temps, puis elle prend la caméra, elle le filme. Il y a tout un discours cinématographique, là, d'ailleurs, où, pendant un petit moment, Sam Mendes questionne aussi son média. Il dit, regardez, moi, je vous montre quelque chose avec ce film. Et je vous montre la vérité. Là, le moment de vérité dans le film, c'est donc ce sac plastique, la beauté, une discussion franche entre les deux jeunes, sans phare, sans faux semblant et tout. Elle est à ce moment-là où il n'y a pas de mensonge, en fait. Et c'est là où il va utiliser donc des caméras, donc une cassette, l'autre qui filme, etc. Il la filme, oui. Regarde, mais si, tu as une très belle poitrine et tout. La vérité nue, elle est là. Cette séquence-là, elle est remarquable, en fait. Film dans le film. Et c'est ça, mais ces jeunes-là, qui ont moins d'expérience que leurs parents et tout, ont mieux compris la vie que les autres, quoi. Ils ne sont pas encore corrompus. C'est là où on dit souvent l'adolescent, il est là avec ses rêves, un petit peu, il n'a pas encore appris la routine dure du travail et tout. Eh bien, il a le droit de rêver, de voir la vérité encore. C'est un petit peu ça le message. C'est deux jeunes ados qui peuvent sortir de ce système avant d'y entrer, parce qu'une fois qu'on y est entré, on n'en sort pas vraiment, en fait. C'est un message à la fois doux, amer. Message pour les jeunes d'aujourd'hui, ce film. Bon, faites attention quand vous deviendrez adulte. Je pense que c'est aussi ça le message. Il y a un petit truc que je voulais voir aussi avec toi. Alors, peut-être que c'est par rapport à ta propre interprétation. C'est suite à la mort de Lester à la fin. Toi, les personnages, pour toi, quels sont leur avenir, que ce soit sa fille, est-ce que pour toi, elle va partir avec Ricky, qu'est-ce que va devenir sa femme pour toi? Est-ce que tu crois que maintenant, du coup, qu'elle se dise mon mari est mort, maintenant je peux me mettre avec mon peut-être son King, collègue, voilà, que va devenir son meurtrier, tout ça. Alors, quand tu as vu le film, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont devenir ces personnages? Est-ce que tu t'es posé les questions, toi, ta propre interprétation? Oui, surtout à l'époque, j'aimais bien m'imaginer ce que les personnages deviendraient après les films. C'était un petit truc des fois que je me faisais. Sans pour autant en souhaiter une suite, parce que souvent on est déçus. American Beauty 2, remarquez, aurait pu avoir un sens aujourd'hui avec comment ils seraient devenus adultes, les deux. C'est vrai. Mais bon, périlleux quand même.
On peut avoir une vision de suite positive ou alors pessimiste. Par exemple, bon, les deux vont réussir à s'enfuir, mais ils vont manquer d'argent, ils vont tomber dans la drogue, on peut imaginer ce qu'on veut et ça va pas très bien se terminer. Ou alors l'âge adulte va les rattraper, ils vont s'installer, mais ils vont peut-être reproduire les erreurs de leurs parents sans le vouloir. Pour la femme, tu peux imaginer 3 issues, une positive où elle va être avec son king, là, donc le roi de l'immobilier. Oui. Ridicule jusqu'au bout, ça me fait marrer. Oui, tu es mon roi et tout. Buddy Kane, Buddy Kane, ouais, mais c'est de King of Kane ou je sais pas quoi, King Kane, je crois, le machin. Là. Soit elle va se mettre avec lui, mais c'est très peu probable parce que une fois qu'ils auront eu l'un de l'autre ce qu'ils espèrent, ça tiendra pas. Je sens que ce couple ne peut pas tenir. Soit horrible, elle va se faire accuser du meurtre de son mari. Après tout, c'est possible. Parce qu'en plus, avec le flingue, là, bon, on sait jamais. Soit elle va se mettre une balle. Bon, ça, c'est un petit peu facile, tu vas me dire. Soit, justement, en découvrant la mort de son mari, elle va se remettre en question et changer autrement. Mais peut-être en tant que femme au foyer qui va s'émanciper complètement. Peut-être. Tu vois qu'elle peut se remettre en question. Femme célibataire, en mode plus besoin de personne, elle va vivre sa vie. Et bon. Et puis, le colonel. Lester, donc je vais pas. Le colonel. Ouais, alors lui, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. On voit pas d'issue positive pour lui. La prison, la mort, ou continuer sa vie de. Mais comment il réagirait si son fils s'en va et après avoir tué quelqu'un? Lui, je pense que ça se terminerait mal pour lui. Je pense qu'il pourrait se mettre une balle aussi. Hein. Et la mère. Que devient sa mère? Que devient sa femme? Elle va être placée dans une institution, la pauvre. Ou alors, elle a un choc, elle se réveille de son trauma. Ouais, mais ça partirait loin. C'est ce qui s'est passé avant. Et puis après quelle voilà, American Beauty 0. Ou alors tu fais un mélange avec American History X, hein, American Beauty X. Autre film de l'époque, American History X, qui sorti la même année, c'est vrai. Ouais, mais voilà, ça fait partie de ces films de ces années-là qui montrent comment l'Amérique. Voilà. Comment elle a été gangrénée pendant des années et des années. Je pense que l'origine de ça, c'est tout ce qu'il y a eu avant, hein, ségrégation, Ku Klux Klan, Seconde Guerre mondiale, enfin, cette construction de l'Amérique qui, à un moment, de toute façon, finit par vaciller sur elle-même. Hein. J'ai l'impression que en fait, le cinéma amenait tous ces questionnements sur l'Amérique, mais qu'elle, en fait, tu as l'impression qu'elle a fait l'aveugle, a repoussé jusqu'aux attentats du 11 septembre qui leur ont mis un gros coup sur la tête. Et là, tout simplement, les Américains se sont réveillés sur dire oui. C'est génial de voir. On nous avait prévenu, on n'a pas écouté. Quand tu découvres des films américains de certaines époques, que certains films ont mieux compris la société américaine que la société américaine elle-même à l'époque. Et tu peux revisiter le cinéma américain social comme ça sur les années et tu le vois. Le nouvel Hollywood avait compris des choses. Hein. C'est pour ça que, oui, alors après, les attentats 2001 vont mettre aussi un frein à pas mal de choses au niveau cinéma. Enfin, ça va être plus compliqué après, parce que forcément, vu le traumatisme subi. Mais c'est intéressant, ça. Je pense que quelqu'un comme Samir Microciné, qu'on salue s'il passe par là, ça le passionne, par exemple, ce genre de truc. Je le connais. Hein. C'est vrai. Samir qu'on salue, c'est une bible du cinéma, c'est toujours un plaisir de l'écouter parler cinéma. Écoutez, je te propose qu'on va conclure. Est-ce que, justement, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas American Beauty, je te laisse un petit peu conclure le film pour essayer de vendre, d'aller voir American Beauty, une petite phrase d'accroche. Alors, pour American Beauty, si vous voulez un film qui allie le fond et la forme parfaitement, donc sur le discours, etc., sur le message du film, si vous voulez aller à la fois, rire, on va dire sourire, parce que bon, hein, mais aussi réfléchir par rapport à ce que les personnages font ou ne font pas d'ailleurs dans le film. Si vous voulez une chronique sociale américaine de son temps qui montre que le mal américain indicible, parce que c'est ça, on le voit pas, on sait pas où il est, mais il est là. Hein. Vous voulez voir cette chronique-là avec des actrices et des acteurs remarquables, parfaitement castés, avec une mise en scène au couteau, avec une très bonne musique. N'hésitez pas à découvrir American Beauty, qui est pour moi le chef-d'œuvre de Sam Mendes, tout simplement.
Premier film, premier chef-d'œuvre. Et il y a beaucoup qui l'ont fait, hein, comme quoi. Ah, t'as eu, par exemple, Tarantino, pour moi, son premier film, c'est son meilleur aussi, tu vois. Mais après, Sam Mendes et Tarantino ont fait d'autres très bons films derrière, attention. Orson Welles avec Citizen Kane aussi, son premier film, premier chef-d'œuvre. Là, ça va. Ça va très loin. Ça va très loin. Bah écoutez, on va conclure avec ça. Donc, je répète encore, American Beauty, sorti en 1999 et réalisé par Sam Mendes, un film que mon confrère Jules Melon nous a vraiment bien conseillé à vouloir découvrir ou redécouvrir si ce n'est pas encore fait. Bah, je remercie encore mon invité Jules Melon, ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir de nouveau sur la chaîne Mister Cult. C'est vraiment toujours un plaisir de t'avoir et de parler cinéma, d'avoir un entretien ciné, vraiment juste toi et moi, c'était vraiment sympa ce petit débat autour de ce film-là. Comme d'habitude, je mettrai dans la description le lien vers sa chaîne si vous n'êtes pas abonné pour que vous puissiez un petit peu découvrir son travail. Ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, il fait des vidéos très régulièrement, beaucoup plus régulières que moi, ça c'est sûr. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est de très bonnes analyses, du travail de qualité comme d'habitude. Après 5 ans, c'est normal. Donc ça voit que Jules Melon peut jouer quand même d'une certaine réputation dans le YouTube ciné. Voilà, bah écoutez, une bonne semaine à vous. Allez voir des films et puis ciao. À la prochaine.